Bonjour à tous, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, on va vous présenter des reportages qui parviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Vaudreuil-Dorion, la municipalité achète des terrains pour développer des logements abordables. À Baie-Saint-Paul, on compte pas moins de 10 endroits pour prendre un café et l'arrivée d'une grande chaîne suscite bien des commentaires. À Causse-Abscale, inauguration de la première classe extérieure pour les étudiants de l'école secondaire Florimont. À Percé, une participation record pour la 14e édition de la Saucette Enfant Soleil. À Gaspé et Rivière-au-Nord, le centre de pédiatrie sociale L'Équipage poursuit son développement. À Montmagny, le projet Lumière d'hiver permet d'ouvrir un refuge pour les sans-abri. À Chandler, un calendrier de l'Avent qui propose aux enfants un conte de Noël à chaque jour. Et à Saint-Ignace de Loyola, des écoliers vous souhaitent de très joyeuses fêtes. Mais pour commencer cette émission, une mauvaise nouvelle pour la Gaspésie, car la Commission de la représentation électorale du Québec fait disparaître officiellement le comté de Gaspé en le fusionnant avec le comté de Bonaventure, tout en affectant les comtés de Matapédia-Matane et de la Métis. Marc Després de la télévision de la Métis nous rapporte que cette refonte est très loin de faire l'unanimité. Dans les moins bonnes nouvelles touchant notre région, la Gaspésie en particulier, donc des changements qui vont être apportés sans aucun doute à la carte électorale et qui viennent changer la vie de plusieurs municipalités là, de la MRC. Là. En fait, c'est une très mauvaise nouvelle qu'on a reçue. Un combat qu'on a mené il y a 2 ans. Ça n'avait pas été... On recommence. C'est même pas on recommence, Ouais. on n'a même plus le choix parce que là, c'est un jugement. Donc, c'est même pas une démarche à laquelle on peut un peu influencer. C'est un jugement qui dit ça ne respecte pas disons, la charte, si ma mémoire est bonne. Donc, on doit... on a fait certaines représentations, mais donc la carte que le DG avait préparée, donc il a remis une carte, devrait s'appliquer à la prochaine élection. On avait l'impression qu'on avait eu un certain sursis parce qu'on perdrait un comté en Gaspésie, on perdrait un comté aussi à Montréal pour certaines régions des Laurentides. Et puis nous, là où le bas blesse, c'est que la Métis va être séparée en deux. Donc, un tiers va être transféré dans le comté de Rimouski et le 2 tiers va rester dans le comté actuellement de Matapédia-Matane. C'est enrageant pour plusieurs raisons. Je vais commencer pour ce qui est de la région grand complet. Plus une région perd un poids politique, moins elle n'a d'écoute du gouvernement. C'est comme ça fonctionne. On n'est peut-être plus à une époque où il faut voter du bon bord, mais reste qu'à certains égards, d'avoir des gens qui sont du côté du pouvoir ou d'avoir un poids politique important a une incidence sur la réponse ou l'écoute qu'on a du gouvernement. Par la suite, de perdre tranquillement ce poids-là est extrêmement frustrant. Moi, je comprends l'aspect que tous les votes soient le plus égaux possible. Reste que la réalité des régions, d'un Québec qui est énorme pour sa population, devrait normalement amener une réflexion en profondeur de comment est-ce qu'on applique la démocratie sur notre territoire. Parce que si à Montréal, on peut faire un comté, on peut faire plusieurs comtés en prenant une marche, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à certains comtés, dont celui qui va être de la pointe de la Gaspésie, qui va être plus près de 500 km de long, c'est aussi grand que certains pays européens. C'est impossible d'imaginer à faire un bon travail de député et représenter l'ensemble de ces collectivités-là. Puis souvent, les gens en région, leur seul accès à des services gouvernementaux du gouvernement du Québec, c'est par le bureau de député parce qu'il y a de moins en moins de services dans nos bureaux, puis il y a de moins en moins de bureaux gouvernementaux ici en région. Fait que c'est extrêmement frustrant de voir qu'encore une fois, les régions paient le prix. Fait que on va espérer, parce qu'il y avait une unanimité au sein des partis politiques. On va espérer que les bottines suivront les babines et qu'on pourra nous proposer des solutions à très court terme. On parlait entre autres d'augmenter le nombre de députés. Si par exemple on ajoutait 4 députés, on pourrait peut-être garder un à Montréal, un en Gaspésie, garder les mêmes limites de comté, donc ne pas séparer la Métis, et aussi permettre peut-être aux Laurentides d'avoir 2 députés de plus. Je reconnais ça. Nous, on a l'impression que depuis des années, on en a perdu beaucoup, puis ça devient invivable.
Imaginez un député qui a un comté grand comme ça, ben il n'y a pas de qualité de vie, c'est difficile de faire son travail. Pour la métisse, de devoir faire affaire avec 2 députés. Imaginons une situation où un député est au pouvoir, dit comment on est heureux de son gouvernement, puis l'autre dit non, comment on est malheureux de son gouvernement. Imaginez le genre de position dans laquelle ça va nous placer. D'un point de vue administratif, ça double souvent la représentation qu'on doit faire. Et puis, dans le sentiment d'appartenance miticien qu'on travaille depuis de nombreuses années, qui va bien. Moi, j'étais heureux d'entendre M. Bélanger dire « Moi, je suis un miticien, je ne veux pas être quelqu'un de Rimouski. » C'est ça sur quoi on travaille depuis longtemps. On a l'impression d'être trahi par la décision, ce jugement-là. Donc, on se croise les doigts, mais on a l'impression, on avait l'impression d'avoir gagné ce combat-là, du moins d'avoir un sursis, et on s'était fait promettre qu'on aurait une réflexion. C'était un coup dur avant le temps des fêtes, la nouvelle qui s'est arrivée. Et ça faisait longtemps qu'on espérait pouvoir mettre le nom de Métis dans le nom du comté. Là, si le comté est scindé en 2, on ne peut pas mettre le nom de Métis dans les 2. Là. On avait réussi de payer des misères à ce que notre nom réapparaisse. Je pense vraiment ça va nous prendre une réflexion en profondeur. Pour moi, je comprends qu'une fois aux 4 ans, il faut que les votes soient le plus équitables possible. Reste que le reste de ces 4 années-là, on pense qu'en région, on a un déficit démocratique, on a moins accès aux instances parce qu'on est loin, parce qu'on est moins nombreux. Donc, il va falloir maintenant se pencher là-dessus. Sinon, c'est comme si on nous condamnerait à être seulement des régions ressources. Puis ça, c'est extrêmement frustrant. Suite au succès d'une première expérience en logements sociaux abordables, la Ville de Vaudreuil-Dorion achète des terrains pour développer plus encore de logements abordables. Un reportage de Félix Sabourin-Gonzalez de cesure.tv. Le 1er décembre dernier, la Ville de Vaudreuil-Dorion a adopté une résolution autorisant l'achat de 2 terrains dans le secteur d'Orion afin d'y développer des logements abordables. Alors, c'est une autorisation de signature pour l'acquisition de lots pour des logements abordables, considérant la résolution 2405-0402, au terme de laquelle la Ville a imposé un avis de réserve sur les lots 2 727 626 et 2 727 627 à des fins de logement social, abordable et communautaire et de parcs et espaces verts, considérant que le propriétaire est disposé à vendre les 10 lots à la Ville pour le prix de 1 261 000. L'équipe de C'est sur la télé s'est entretenue avec Olivier Van Nest, directeur général de la Ville, pour discuter du projet. La Ville de Vaudreuil-Dorion a fait l'acquisition de 2 terrains sur la rue Chicoine, dans le secteur de Dorion. Pouvez-vous me parler un peu plus de l'acquisition des 2 terrains puis le projet que la Ville souhaite réaliser? Absolument. En fait, la Ville n'est pas encore propriétaire. Là. La Ville n'a pas fait acquisition. La résolution qui a été adoptée le 1er décembre, c'était pour autoriser finalement qu'on concrétise ça. Il y a eu une entente de principe avec le propriétaire sur un prix. Donc, on est content d'aller de l'avant. La raison pourquoi on a attendu un peu, parce que ça fait un bout de temps qu'on avait mis ce terrain-là en réserve, c'est qu'on voulait démontrer que le modèle de développement de logement abordable fonctionne. Donc, c'était le projet du 15 Saint-Michel là, qui est maintenant habité. Je pense qu'il y a 11 logements sur 12 qui sont habités en date d'aujourd'hui, qu'on a réalisé en très peu de temps avec l'OBNL Toit d'abord. Fait que c'était de prouver que le modèle fonctionne parce que la contribution de la Ville dans le modèle actuel qu'on utilise, la valeur du terrain, est remboursée par la communauté métropolitaine de Montréal qui ont un fonds pour développer le logement abordable. Ça fait longtemps que les villes de la CMM contribuent. Il n'y avait pas beaucoup de création dans la région, mais là, on a un programme dans lequel on peut joindre. Fait que donc, le 15 Saint-Michel, c'est ce qui est arrivé. La Ville a donné le terrain. La CMM a remboursé la valeur du terrain, autour de 800 000 et des poussières. On prend ces sous-là en grande partie pour acheter le prochain terrain, partir un nouveau projet. Puis on veut le plus possible créer des projets comme ça un après l'autre. Ça ressemble à quoi l'accessibilité au logement, qu'on pourrait dire qualifié d'abordable dans Vaudreuil-Dorion? En ce moment, on le sait qu'il n'y en a pas de disponibles. Quand ils viennent disponibles, quand il y a des logements qu'on peut considérer abordables, bien, aussitôt qu'ils viennent sur le marché, ils sont loués. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après ça, mais qui malheureusement, il n'y a pas d'offres beaucoup dans le logement abordable. Je veux revenir sur le point 5.3, le logement abordable sur la rue Chicoine, à côté de l'aiguillage.
Exact. Oui. Est-ce que c'est pour tout ça de gens qui vont aller dans ces logements-là, mais seulement ou seulement un ça de catégorie? Disons, là, présentement, on achète les terrains, puis après ça, on va pouvoir voir quel projet exactement qui pourrait aller là. Ah, OK. Ouais. OK, parce que quand j'ai vu le diapo tout à l'heure, le terrain se trouve très près des résidents de la rue Brown puis la rue P12. Exact. Alors, c'est dépendant des gens, là, surtout la sécurité, puis aussi pas chambouler la tranquillité des gens de la rue Brown puis la rue P12. Pensez-vous que c'est le genre de projet qui pourrait amener, je ne veux pas dire de la grogne envers les citoyens, mais certaines inquiétudes pour les citoyens qui habitent Bien, définitivement, n'importe quel projet peut amener ses lots de grogne ou de questionnement. On pense encore une fois, je sais que je reviens tout le temps là, mais le 15 Saint-Michel, souvent, les gens avaient une image préfaite du logement abordable, logement social. On voulait avoir un projet fort qui montre aux citoyens que c'est pas cheap, le logement abordable. Ça peut être très intéressant comme logement. Puis je pense que les gens peuvent se renseigner, puis on va essayer de les renseigner, les informer sur l'importance de faire ça. C'est monsieur, madame, tout le monde qui ont besoin de logement abordable. Si vous allez voir les qualifications pour se qualifier pour du logement abordable, on parle pas des situations de gens en extrême pauvreté. Là. C'est des gens qui ont des bons emplois, mais que soit monoparental, soit pour différentes raisons. L'accès à la propriété est extrêmement difficile. Fait que j'espère que les citoyens peuvent réaliser puis voir que c'est un besoin pour toute la communauté au complet. C'est pas une petite partie de la population, c'est une grande partie. Pour le moment, rien n'est encore coulé dans le béton pour le projet de la rue Chicoine. Cependant, des rencontres sont prévues prochainement entre le conseil d'administration de l'OBNL 3 d'abord et la ville de Vaudreuil-Dorion afin de définir les recommandations pour le futur projet. Félix Chouinard de TVCO s'est intéressé aux impacts de l'arrivée d'une grande chaîne de café à Baie-Saint-Paul, alors que la petite municipalité compte déjà une dizaine d'endroits où il est possible de commander un bon café. On écoute son reportage. À Baie-Saint-Paul, on compte plus de 10 endroits où acheter un café. Café indépendant, micro-torréfacteur, grande chaîne ou même dépanneur, les Baie-Saint-Paulois ont du choix. Mais un peu plus tôt cet été, un nouveau joueur s'est installé au bord de la 138 et avec lui, de nombreuses craintes pour les commerçants locaux. Le nouveau Starbucks, situé directement à l'entrée ouest de la ville, est venu s'installer dans un marché déjà bien desservi, et ce au grand désarroi de son voisin d'en face, la boulangerie et café Les Bonlieuses. Ma première réaction, c'est sûr que je pensais que c'était une joke. C'est sûr. Je me suis dit, c'est une joke, on va pas avoir un Starbucks à Baie-Saint-Paul. C'est pas ça qu'on est, Charlevoix, tu sais. Puis là, quand j'ai vu que c'était vraiment vrai, là, j'ai compris que finalement, oui, il y allait avoir un Starbucks. Mais tu sais, je voyais cette belle construction-là, tu sais, je veux dire, le quartier des Moissons, je le vois se développer depuis le début, c'est en avant de chez nous, tu sais. Fait que je voyais ça se construire. La manière, l'affiche est arrivée. Fait que là, c'était de plus en plus vrai. Je ne mentirais pas que je suis allée la semaine passée parce que je suis déjà allée dans un Starbucks, mais j'avais besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait à l'autre bord de la rue. Je suis-tu contente qu'il y ait un Starbucks pour Baie-Saint-Paul? Je pense que je parle pour la majorité des gens d'affaires et sinon une très grande partie des locaux, non. C'est sûr que Starbucks, c'est pas Baie-Saint-Paul, c'est pas pour nous. On a un choix, on vient de le dire, on a tellement de café à Baie-Saint-Paul, on peut tellement aller chercher les produits locaux, le terroir, on est reconnu pour ça. On se ramasse avec un Starbucks à la première lumière qu'on arrive à Baie-Saint-Paul. Non, c'est clair que c'est pas idéal, tu sais. Non, je n'étais pas contente. Mes ventes ont descendu un peu, oui. Un petit peu au début. J'ai même vu des gens qui venaient ici s'en aller là-bas. Puis c'est correct, ils sont revenus assez vite. Ils sont revenus assez vite en disant « Gars, on était allé au début, mais c'est trop cher, le service n'est pas pareil, c'est froid. » Mais oui, j'étais un peu déçue que c'est pas Baie-Saint-Paul, c'est pas le choix de Baie-Saint-Paul, mais c'est dommage qu'on ait ça à Baie-Saint-Paul maintenant. Ouais. Il y a d'autres places à aller, mettons, tout le monde. Là. Vous pouvez aller dans plein de places pour du café. Même son de cloche au Mousse Café. Si l'arrivée du Starbucks n'a pas drastiquement affecté le chiffre d'affaires, on se stupéfait tout de même de l'arrivée d'un tel acteur dans un marché où l'ancrage communautaire semble si important. Moi, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi
il y avait un Starbucks, alors qu'on a déjà un café qui est juste en face, qui répond déjà très bien aux besoins de la population. J'ai pas trop compris pourquoi cette grande chaîne s'installait à Baie-Saint-Paul, surtout qu'on essaye de prioriser le local. Pour moi, ça fait pas de sens, c'est pas local. Mais après ça, j'ai pas été inquiétée parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes clients. J'ai juste trouvé que c'était pas forcément pertinent. Je pense que c'est vraiment pas la même clientèle qui vient au Mousse Café et qui vient au Starbucks. Je pense que le Starbucks, c'est quand même plus des gens de passage. Peut-être qu'il y a quelques personnes du village, mais j'ai pas vu que ça avait touché notre clientèle parce que les gens qui viennent ici, c'est vraiment... C'est quand même des habitués, c'est des gens qu'on voit tous les jours, ils sont dans le coin. Après ça, on a des touristes, mais souvent, le tourisme, ils veulent pas justement une grande chaîne de café parce qu'ils veulent quelque chose de plus authentique. Puis je pense que par notre authenticité, on n'a pas le même public cible. Fait que le Starbucks, non, on n'a vu aucun impact. Au Café Charlevoix, on mise également sur le sentiment d'appartenance de la population à ces cafés locaux et sur ce qui les rend uniques. Je pense qu'on se différencie beaucoup parce qu'on torréfie notre café nous-mêmes. Café Charlevoix, c'est une marque qui était quand même bien implantée. On a une belle communauté aussi là, avec nos partenariats. Donc, les gens de la place ont un sentiment d'appartenance. Puis, les gens qui viennent en visite, bien, souvent, nous, on est en Bois-Saint-Fort, Saint-Jean-Baptiste. Les gens, ils fréquentent plus ces endroits-là. Fait on l'a pas senti, puis on voit pas ça non plus comme de la compétition. Tous des éléments bien présents parmi la clientèle qui s'était déplacée pour l'ouverture du nouveau local de Café Charlevoix. J'essaie de varier mes endroits de travail, fait que je vais souvent travailler au Arôme Saveur, Mousse Café. Donc content qu'il y ait un nouvel espace aussi pour varier mes espaces de travail. Donc oui, quand même. Donc, oui, c'est sûr, c'est impossible que j'aille travailler dans un Tim Hortons ou un Starbucks, c'est pas mon ambiance, il n'y a pas l'âme comme un endroit comme ici. Puis... Ben, en fait, moi, je pense que dans les cafés, c'est un petit peu comme en restauration. Les chaînes, ça dépanne, mais c'est pas là qu'on retrouve les meilleurs produits. Donc, c'est des produits un peu plus génériques, moins... Bon, alors ici, on a la chance d'avoir en plus un torréfacteur qui est là depuis... qui fait du café depuis très longtemps, qui connaît ses cultivateurs, puis qui voyage beaucoup. Certaines plus grandes chaînes arrivent elles aussi à séduire une partie de la clientèle, qu'il s'agisse d'une question de goût ou de côté pratique. Qu'est-ce qui fait que tu choisis de venir prendre un café au Tim Hortons plutôt que, disons, dans un autre café à Baie-Saint-Paul? Ben, là, j'ai pas pris de café. Mais je te dirais que le café au Tim, c'est le meilleur. Okay. Lui du McDo, moi, je le trouve pas buvable. Sinon, à part les dépanneurs qui ont du café de dépanneurs, c'est vraiment la meilleure place à Baie-Saint-Paul pour du café. Mettons, si on compare là, au Starbucks ou encore aux plus petits cafés comme le Mousse Café et tout ça, le café de Charlevoix. Starbucks, je suis pas encore allé. Mousse Café, c'est une bonne ambiance, c'est sûr. Mais ça reste que je préfère mon café de Tim Hortons. Moi, je suis camionneur, fait que pas le choix d'avoir un grand stationnement pour me parker. Ouais. C'est plus pratique. C'est vrai ça. Pour Anaëlle Desmarais, le grand nombre d'enseignes de café à Baie-Saint-Paul permet une belle complémentarité. Elle affirme toutefois, après l'entrevue, avoir de la difficulté à voir où Starbucks peut s'insérer dans cette offre de service. Je dirais que les cafés sont quand même assez complémentaires. On a des cafés qui sont un peu plus des chaînes qui répondent à un besoin. On a des cafés qui sont plus coopératifs. Je pense que chaque café, en ce moment, répond à un besoin de la population. Si la présence de Starbucks dans le paysage charlevoisien ne semble laisser personne de marbre, elle aura peut-être finalement fait plus de peur que de mal. L'enseigne américaine a également reçu une invitation à une entrevue, mais n'a pas souhaité y répondre. Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia était à l'inauguration de la première classe extérieure au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais à l'école Florimond de Cozapscal. L'école Florimond, bâtiment secondaire, inaugurait aujourd'hui une classe extérieure. Et nous étions sur place pour y assister. Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je suis accompagné de la présidente Liliane Apitre. Et moi, je suis accompagnée d'un élève de secondaire 4, Brendan Gignac. Bienvenue à tous pour l'inauguration de la première classe extérieure d'une école polyvalente du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Remontons un peu le temps.
C'est en 2021 que l'idée a d'abord été lancée. Nous, les secondaires 4, étions sur le point d'entrer au secondaire. Nous avons vu le projet prendre vie avec une multitude d'intervenants créatifs que nous voulons chaleureusement remercier aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le concept a pris forme à partir d'une simple recherche Pinterest. Et oui, de fil en aiguille, il a pris de l'ampleur. L'achat du conteneur, l'œuvre d'art originale aux couleurs de Forimont et la construction d'une magnifique pergola. Tout l'ameublement extérieur, c'est-à-dire les tables de pique-nique, les hamacs, les chaises confortables, le tableau y complète cet environnement éducatif en nature. Y travailler sera apaisant, presque amusant. Bref, nous tenons à remercier 1000 fois tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet innovant qui en fait rêver plus d'un. Soulignons particulièrement la généreuse implication des entrepreneurs en construction. Merci encore. Nous laissons la parole à Mme Guénette, directrice générale de notre centre de service. Bonjour, Mme Guénette. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais savoir, premièrement, qu'est-ce que ça représente pour vous, comme direction du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais, de voir une classe extérieure comme ça qui prend vie ici à Côte-Abscale? Bien, c'est une excellente nouvelle, hein? Tous les moyens qu'on peut utiliser pour mieux faire réussir nos jeunes sont les bienvenus. On a des enseignants qui ont des idées innovantes. Ici, c'en est une de ces idées-là. Est-ce que c'est un projet qui est unique à Côte-Abscale dans la vallée de la Matapédia ou dans la commission scolaire plutôt, parce que ça représente Matane aussi? Donc, est-ce que c'est un projet, c'est la première fois que vous voyez ça dans la région? Bien, au secondaire, c'est la première classe extérieure. Il y en a quelques-unes dans le centre de service ailleurs, mais au primaire. Est-ce que vous espérez un peu que ça va faire des petits puis que l'exemple va être suivi un peu ailleurs? Bien, c'est certain que si ça répond aux besoins des élèves d'avoir un enseignement qui est différent, tout à fait, on peut y aller de l'avant. Donc, c'est un peu comme un projet pilote au niveau du secondaire, parce qu'on disait que c'était fait au niveau du primaire. Donc, s'il y a des résultats, j'imagine que vous allez encourager ça. Tout à fait. On encourage toutes les belles innovations. Merci beaucoup, Mme Guénette. Ça m'a fait plaisir. Une belle journée. Bon, ben, en espérant que vous allez avoir full de plaisir. 1, 2, 3, go! Clap! Donc, bonjour Martine, bonjour Dolores, merci beaucoup de nous donner quelques instants. Je veux juste savoir, premièrement, la classe extérieure ici, comme ça, je pense que c'est vous qui avez eu l'idée un peu de faire ça. Ben oui! Martine est arrivée avec l'idée parce que c'était révolutionnaire, les conteneurs. Dans les années 2020, là, c'était vraiment révolutionnaire. Puis elle est pleine de révolution. Fait que, elle a décidé de nous le partager. Puis moi puis Martine, on fait une bonne équipe. On s'est formé une belle équipe pour pouvoir avoir l'idée, s'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis ça a devenu de plus en plus gros parce que on s'emballe facilement, nous deux, ensemble. Oui. C'est quand même été un projet qui a pris quelques années à réaliser. Qu'est-ce qui a fait que ça a été plus compliqué un petit peu? J'imagine c'est de trouver des fonds, quelque chose. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, c'est sûr que de faire arriver un conteneur ici, ça a été déjà une grosse étape. Trouver un artiste qui veut bien nous faire un graffiti aux couleurs, tu sais, que ça ressemble à une classe adolescente aussi. Puis après ça, ben tu sais, de fil en aiguille, quand tu arrives au bout de comme ton projet, on dirait qu'il t'arrive une autre idée. Puis c'est pour ça que, ben là, mon chum m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il est en architecture, parce qu'on voulait vraiment compléter pour que ça fasse comme classe extérieure, tu sais, avec du bois. Puis là, ben de fil en aiguille, là, on a eu un gros commanditaire pour faire ce perron-là. Puis voilà, c'est ça. C'est fait depuis le printemps passé, mais là, je suis en retraite progressive. Ah oui, OK. Oui? Vous avez pas l'air d'être en retraite progressive. Je veux savoir aussi, est-ce qu'il y a déjà eu quelques classes à l'extérieur dedans qui ont été données? Est-ce que vous avez déjà une bonne réponse des élèves? Ah, assurément, là, c'est sûr que les élèves sont contents là, quand on vient dehors. Là, c'est la fête au village. Est-ce que ça vous fait un peu attrister de ne plus être à la commission scolaire parce que vous ne travaillez plus malheureusement pour la commission scolaire? Ça me fait beaucoup de peine. Ouais. Mais, coudonc, les coupures, c'est les coupures. Ils ont décidé que c'était moi qui étais coupé. Mais par l'entremise de la Maison des Jeunes, je suis chanceuse pour ça parce qu'ils ont décidé de donner des heures à l'école pour pouvoir venir aider puis développer avec eux autres encore une 8aine d'heures par semaine. Vous pouvez quand même profiter un peu de votre initiative. Là, Oui, absolument. Les jeunes sont là. Je le sais qu'ils aiment ça, sont contents quand ils viennent. Oui, c'est une réussite. Bien, merci beaucoup. En tout cas, j'ai parlé à Mme Guénette, mais j'espère que cette idée-là va faire des petits et que les autres écoles vont prendre
un peu l'idée et la développer pour eux-mêmes. C'est sûr, je le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé nous rapporte des images d'une grande beauté de la 14e édition de la Saucette Enfant Soleil qui s'est déroulée le 13 décembre dernier à Percé et à laquelle près de 300 participants ont bravé le froid pour une bonne cause. Année après année, la Saucette Enfant Soleil dépasse toujours ses objectifs, montrant ainsi toute la générosité des gens pour la cause d'Opération Enfant Soleil. Cette année ne fait pas exception, avec 300 sauceurs et sauceuses de tout âge, soit 64 de plus que l'année dernière, et plus de 231 000 $ ramassés en date du 13 décembre, la Saucette Enfant Soleil fracasse le $1 million versé à Opération Enfant Soleil depuis ses débuts modestes en 2011. C'est vraiment une grande fierté pour les organisateurs d'avoir atteint un montant comme celui-ci, comme nous le rapporte la cofondatrice de la Saucette, Marie-Ève Trudel-Vibert. Bien, on n'a vraiment pas de mots. On dirait que tout va vite aussi. Là. Ça s'est atteint jeudi soir. On était dans la préparation depuis 43 jours. C'est la campagne. Là, ça fait 3 jours qu'on est sur le site. Fait que c'est plus physiquement. Donc, on était loin de nos ordis, de tout ça. Fait que c'est arrivé rapidement. Puis nous, on pensait vraiment atteindre notre million. On pensait l'atteindre sur le site avec les gens, avec les sous en contribution volontaire, tout ça. Mais finalement, on l'a atteint avant. Je pense que tout le monde était excité, les sauceurs. Dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de partage sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on est super contents, on est fiers, surtout de remettre. L'argent, c'est pour la cause. Donc, on est fiers de pouvoir remettre plus, c'est sûr. Si nous avons des gens de tous âges qui sautent à l'eau pour la cause, cette année est marquée par une nouveauté. Nancy Cornet est la première personne à mobilité réduite à se joindre aux équipes pour participer à la Saucette avec de l'équipement adapté. Elle nous raconte son expérience. On m'a demandé, cette année, on m'a offert de participer à la Saucette avec un équipement adapté. Ça faisait longtemps que je voyais des gens participer à la Saucette, puis je me disais, ce serait tellement le fun si je pouvais participer. C'est mon genre d'activité, là, genre de trip. Mais malheureusement, pas d'équipement, c'est comme pas évident. Puis là, on me l'a proposé, puis j'ai accepté. Puis honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit pire, mais c'est vraiment une expérience fantastique. C'est extraordinaire de vivre ça. Je trouve que c'est trippant, c'est rassembleur. Puis en même temps, pour une personne à mobilité réduite, de faire ça, ça peut donner le goût à d'autres personnes de vouloir le faire aussi. Donc, quand on me l'a proposé cette année, puis avec un équipement sécuritaire, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Puis honnêtement, j'y retournerais là, dans l'eau. C'est vraiment une nouvelle expérience à vivre, puis c'est vraiment moins pire que ce qu'on pense. Alexis Deschênes, député du Bloc québécois dans Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Listugouche, s'est joint à la baignade. Il en a profité pour souligner l'importance de cette activité et de toute la chaleur que ces gestes apportent aux enfants malades. Et vous surtout, il y a tellement de beauté dans votre bonté. Vos gestes font une différence et s'additionnent. Et cette année encore, c'est record, 300 sauceurs. Mais c'est 14 ans d'efforts et c'est plus d'1 million de dollars amassés. Félicitations. Félicitations aux organisateurs, à Marie-Ève, à Karen. Félicitations aux équipes. Félicitations aux participants. Félicitations aux donateurs. Ce que vous faites fait une énorme différence parce qu'il y a cette année 700 enfants qui mènent un combat terriblement difficile face à la maladie. Et grâce à vous, vous leur apportez un peu de chaleur humaine, un peu d'entraide, un peu de solidarité. Et vous atténuez, je pense, un peu leur souffrance. La page pour faire un don sera ouverte jusqu'au mois de février. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Bravo Marie-Ève, bravo Lisa! Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le centre de pédiatrie L'Équipage à Gaspé ne cesse de croître grâce, entre autres, au soutien des organismes de la communauté, et cela est encore plus vrai en cette période des fêtes. Un reportage d'Igor Nérisson de Télé Gaspé. Après 7 ans d'existence, le centre de pédiatrie sociale L'Équipage ne cesse de croître afin de mieux répondre aux besoins de près de 200 enfants en difficulté et de leurs familles. Avec des points de service à Gaspé et Rivière-au-Renard et comptant sur 8 employés,
Celui-ci offre une gamme de services médico-psychosociaux afin d'aider les enfants en situation de vulnérabilité à développer leur plein potentiel. Les problématiques auxquelles s'adresse le Centre de pédiatrie sociale sont diverses. Ça peut être différentes choses. Ça peut être de l'anxiété. On parle beaucoup d'anxiété, du retard de développement, de comportement aussi, des situations de comportement, des diagnostics qui sont posés à l'enfant, comme par exemple autisme, Gilles de la Tourette. Puis on aide les parents à accompagner leurs enfants dans des situations comme ça. Souvent, quand les parents reçoivent cette nouvelle-là, bien, ça vient bouleverser la vie des parents. Fait qu'on les accompagne pour bien gérer la situation et comment intervenir aussi avec leurs enfants. Plusieurs spécialistes travaillent au centre de pédiatrie, alors que d'autres peuvent être appelés en renfort au besoin. Bien, nous, on a des médecins et des intervenants psychosociaux, travailleurs sociaux, techniques en travail social, éducation spécialisée. Et si on a besoin de des professionnels, là, comme on va aller référer au bon endroit, comme au CR, au Centre de réadaptation du CIS de la Gaspésie. C'est vraiment selon le besoin de l'enfant. Les enfants peuvent être référés par plusieurs types d'intervenants provenant du système scolaire, de la santé ou autrement. Ça peut être les écoles, ça peut être le médecin de famille, par exemple, de l'enfant. Ça peut être la DPJ, qu'ils se rendent compte que le signalement ne serait pas retenu, mais l'enfant a quand même des besoins. Ils peuvent nous les référer. Ça peut être les familles. Bon, on voit beaucoup de plus en plus là, des familles qui se réfèrent entre elles. T'sais. Moi, je suis à l'équipage, tu devrais y aller. Ça nous arrive de plus en plus. Ou le parent lui-même, quand il voit notre page Facebook, il nous appelle puis il demande qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Donc, c'est Isabelle, notre coordonnatrice clinique, qui reçoit les demandes, qui analyse les demandes. Puis c'est comme ça que les premiers rendez-vous sont donnés. Bien qu'il puisse parfois y avoir un certain délai avant une prise en charge, l'équipe du Centre de pédiatrie sociale est en mesure de faire preuve d'une certaine souplesse afin de répondre aux besoins les plus urgents. À partir du moment où le parent appelle, ça prend à peu près 1 mois et demi avant d'avoir un premier rendez-vous. Si on se rend compte, Isabelle, qu'elle se rend compte qu'il y a quand même un besoin qu'il faudrait, elle va demander à l'intervenante de prendre contact déjà avec la famille pour s'assurer d'un filet de sécurité en attendant d'avoir le premier rendez-vous avec l'équipe clinique qui est composée d'un médecin et des intervenantes là, psychosociales. Mais c'est à peu près 1h30 d'attente, mais on sait qu'il y a beaucoup de besoins. Si on avait plus de personnel, donc si on avait plus de sous pour avoir plus de personnel, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de besoins qu'on peut répondre présentement. Pour répondre aux réalités de la région, le Centre de pédiatrie multiplie les projets de développement. Parmi ceux-ci, le projet Agir ensemble, qui cherche à être une première ligne de soutien avant l'implication de la DPJ. Donc, quand un enfant vit une situation que, par exemple, un prof ou au CPE se rend compte qu'il rencontre des difficultés, au lieu d'appeler la DPJ, il nous appelle, nous, pour donner la situation et voir est-ce que ça cadre dans le projet Agir ensemble. C'est Isabelle, notre coordonnatrice clinique, qui analyse avec le comité clinique qui comprend des gens du centre service scolaire, des CPE, du CIS, s'assoit ensemble puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enfant. C'est volontaire. Les parents sont autour de la table. On a levé la main parce que ça ressemble beaucoup à la pédiatrie sociale, sauf qu'on a accès à plus de services autour de la table. C'est pour ça qu'on a dit, pour nous, ça va de soi, que ce soit nous qui chapeautent ce projet-là. Donc, quand l'enfant, je peux vous donner un exemple, c'est l'exemple qu'on avait eu avant de dire oui au projet. Un exemple qu'un enfant, il y a rarement quelque chose dans sa boîte à lunch à l'école. L'école pourrait appeler la DPJ, mais là, pourra appeler dorénavant Agir ensemble. Et on rencontre les parents, les partenaires, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Peut-être que la personne est soit pas à l'aise d'aller demander de l'aide, soit ne sait pas où aller demander de l'aide. C'est là où on va découvrir, puis on va y aller en amont. Vraiment, c'est de la prévention pour s'assurer un filet de sécurité de l'enfant, de la famille, sans avoir accès à la DPJ qui sont là pour les situations quand même, mettons, plus graves. C'est comment les gens autour de la table, quel organisme on doit appeler? Peut-être qu'on va appeler quelqu'un, par exemple, de Blanchoulet pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Ou toute autre personne. C'est vraiment le comité clinique qui va dire quel partenaire pourra nous aider et nous allons faire appel à ces partenaires-là. Et de fil en aiguille, on pense que tout le monde ensemble, on va réussir
à trouver des solutions pour supporter les familles et assurer un filet de sécurité. Le centre souhaite également élargir son territoire et espère annoncer prochainement l'ouverture d'un nouveau point de service dans la région de l'Estran. Donc, le projet de développement, on a dans l'Estran. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on se dit qu'il faut aller dans l'Estran. Là, les démarches sont entreprises. On a différentes solutions. On essaie d'y aller avec le moins de coûts possible. Fait qu'on est là-dedans. Là. On va pouvoir l'annoncer, je pense bien, au début de l'année 2026, qu'on on est à Grande-Vallée. Malgré les succès et la détermination des intervenants, le centre doit composer avec plusieurs défis pour mener à bien sa mission et le financement demeure un enjeu majeur. Bien, c'est sûr que le plus gros défi d'un centre de pédiatrie, c'est le financement. C'est vraiment notre plus gros défi. Après, bien, c'est d'assurer un suivi, accompagnement, d'avoir le personnel nécessaire. Mais sinon, on a un nouveau projet là, qui s'en vient, qui va nous faciliter dans le sens qu'on va avoir une collaboration de plus de partenaires. Fait que ça va aider. Mais honnêtement, là, notre plus gros défi en ce moment, c'est le financement parce que cliniquement, ça va vraiment très bien. On est vraiment très satisfait des résultats qu'on voit, des avancées pour l'enfant, la situation qui change en positif, l'enfant et le parent, parce nécessairement, on doit aider les parents pour aider les enfants. Pour pouvoir récolter des fonds, les activités se multiplient et à l'occasion, des initiatives proviennent même d'organismes de la communauté. C'est que les gens nous interpellent maintenant pour faire des levées de fonds pour l'équipage. Au mois de novembre, là, on en a eu vraiment beaucoup, ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de la guignolée du 13 décembre. Donc, ce qui s'en vient pour le moment, c'est la guignolée du 13 décembre, c'est la grosse levée de fonds. À ça, c'est greffé, comme la semaine passée, il y avait un concert de chœur à rire qui nous offrait. Donc, les profits de ce spectacle-là sont allés pour la guignolée. En fin de semaine qui s'en vient, il y a un tournoi de hockey à Rivière-au-Nord. C'est une première édition. Et les profits, nous ont proposé là, de donner les profits à l'équipage. Donc, ça va faire partie de notre guignolée. Il y a eu aussi une vente de produits en ligne, une citoyenne qui nous a proposé ça. La prochaine grande mobilisation aura lieu le 13 décembre, avec la traditionnelle guignolée qui se déroulera sur l'ensemble du territoire. Des points de chute seront installés dans plusieurs commerces de Gaspé, Rivière-au-Renard, Saint-Majoric et L'Anse-au-Griffon. Les dons peuvent aussi être faits en ligne sur le site équipage.org. Au cours des prochains mois, d'autres activités sont prévues, dont un spectacle de Manuel Brault et ses amis en juin prochain au Centre de création et diffusion de Gaspé. Les billets sont présentement en vente sur le site de la salle de spectacle. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé Gaspé. Le projet Lumière d'hiver au centre récréatif Clément-Laliberté à Montmagny offrira aux sans-abri un refuge pour les froides nuits d'hiver. Mario Lacombe de CMA TV nous informe que ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration de nombreux organismes. Fruit d'une concertation exceptionnelle entre plusieurs organisations du milieu manimontois, un hébergement de nuit pour la période hivernale ouvrira ses portes du 16 décembre au 30 avril au centre récréatif Clément-Laliberté, situé sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Porté par la Maison La Frontière et soutenu par le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, la Ville de Montmagny et la MRC de Montmagny, via sa table de développement social, le projet Lumière d'hiver a nécessité quelques 184 000 $ d'investissement. Sous la supervision de l'organisme, il offrira un lieu sécuritaire et bienveillant aux personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. Madame Paul Giasson, directrice générale de la Maison La Frontière. C'est un projet qu'on avait dans le cœur, en fait, depuis des années. Les astres se sont alignés pour ce projet-ci. Donc, on est parti des besoins et on avait la confiance de nos partenaires, donc la Ville, le CIS, puis tous ceux qui ont contribué. Et puis, bien, on arrive avec un refuge qui va être temporaire, en fait, jusqu'au 30 avril. Ça commence le 16 décembre. Et ça va être un 21h à 8h le matin. Les gens vont avoir à réserver leur nuitée.
Et ils vont être accueillis par 2 personnes qualifiées, un intervenant ou une intervenante, surveillant-surveillante, pour assurer la sécurité et l'accueil de ces personnes. Comme l'explique Mme Giasson, ce projet est une complémentarité aux services déjà offerts par la maison La Frontière. À nouveau, Mme Giasson. Ce projet-là aurait pu être unique en soi. Par contre, il fait quand même une continuité avec ce qu'on fait déjà à la Maison de la Frontière, soit l'accueil inconditionnel, où est-ce qu'entre 9h et 4h, on accueille les gens en situation d'itinérance ou de grande instabilité résidentielle. Ça s'ajoute à tout ce qu'on offre aussi au niveau du comptoir alimentaire. Les gens sont accueillis, peuvent faire un répit, prendre leur douche, évidemment manger, se restaurer, avoir accès à tous les intervenants qui sont sur place, qui nous font part de leurs projets et comment on peut les appuyer ou les réseauter vers d'autres organismes qui sont précis pour d'autres services. C'est à l'intérieur du centre récréatif Clément-la-Liberté que l'on a aménagé un local pour recevoir les itinérants. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny. Donc, c'est un local c'est le local 201 du centre récréatif Clément-la-Liberté. Donc, pour la session d'hiver, on avait peu de cours qui se donnaient ici. Donc, concours de circonstances, le local était devenu disponible. Donc, ce qui sera fait, c'est qu'on n'aura pas à le monter, démonter. Donc, il sera vraiment exclusivement réservé pour le refuge d'urgence. Donc, vous voyez un petit peu, et les gens vont rentrer par l'arrière, donc sur le côté de la bâtisse, donc côté nord. Et tout est fonctionnel, tout est réglementaire selon les assurances, selon aussi notre service de protection incendie. Donc, vraiment, c'est un projet vraiment d'équipe. Mario Lacombe au centre récréatif Clément-la-Liberté à Montmagny pour CMA TV Information. Simon Thériault de Télévague rencontre la comédienne Élise Mailloux qui propose aux enfants un calendrier de l'Avent composé d'un conte de Noël par jour. Je m'appelle Maximus. J'adore aider les gens et je me débrouille bien dans la neige. Se présente modestement le chien sauveteur. Manitou lui jette de la poudre magique pour le voir s'envoler. Le toutou s'élance comme s'il grimpait une montagne dans la tempête. Impressionnés, les reines le regardent avec la bouche grande ouverte. C'est lui qu'il leur faut. Hey, salut Élise, ça va bien? Salut! J'étais de passage dans l'auditorium, puis je te voyais en train de pratiquer ton prochain conte. Oui, Donc, exact. Comment ça a commencé cette belle histoire-là? Ben écoute, c'est Simon Castillou, qui travaille à la ville de Chandler, qui m'a interpellée. C'est ça, là, ils ont eu la bonne idée de faire un calendrier de l'Avent sur Internet, un petit compte à tous les jours pour les amis. Donc, ils t'ont communiqué, puis ils t'ont dit « Hey, on a un concept qu'on aimerait faire. Es-tu partante? » J'imagine t'as embarqué tout de suite. Oui, exact. OK. Puis là, les contes que vous faites, c'est destiné à qui? Bien, les contes qu'on fait, on dirait que je serais portée à dire que c'est destiné à tous. Bien, c'est sûr que c'est pour les tout-petits, mais le but, c'est que, en fait, le parent puisse aussi prendre un moment avec son enfant pour écouter le conte avec lui, là, pourquoi pas? C'est ça, parce qu'il y a probablement... La famille au grand complet. Oui, c'est ça. Il y a probablement plusieurs parents qui l'ont vu, qui sont contents, qui vont soit taguer leurs petits jeunes ou qui vont aller les voir. « Hey, c'est le conte aujourd'hui. » Ben oui, c'est ça, là, parce que vous savez comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, hein? Quand vous voyez le conte, là, partagez-le, taguez du monde pour que la bonne nouvelle se propage. Puis, en tout cas, moi, ce que je vois présentement, c'est qu'il y a quand même plusieurs vues sur le premier conte. Il y en a encore eu beaucoup sur les autres aussi. Donc, c'est ça, la bonne nouvelle va se propager, puis de plus en plus, les gens vont l'écouter, ils vont le connaître aussi. Exactement. Puis là, comment les histoires, où tu prends tes histoires? Bien là, c'est pas moi qui ai inventé les histoires, là. Simon m'est arrivé avec ce livre, le calendrier du lutin farceur. Fait qu'en fait, c'est vraiment
24 histoires déjà. Moi, parce que j'ai des vieux yeux, je les fais juste... en fait, ça a l'air d'un vieux livre là, de contes de quand on était jeune, mais c'est ça, c'est pas là-dedans. C'est ça, tout le monde pense... C'était juste pour le visuel. C'est ça, tout le monde pense que tu utilises ce grand livre-là, mais en fait, c'est pour cacher le... Exact. En fait, c'est celui-ci. Un livre de lutin. Un livre de lutin. Fait par des lutins, probablement. Fait par des lutins. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça. Tu le places. Comment ça fonctionne? Tu places tes feuilles à l'intérieur du... Oui, c'est ça. Notre gentil secrétaire m'a montré comment ça fonctionnait, le photocopieur. Fait que je l'ai fait agrandir, puis je les colle là-dedans. Là. OK, c'est bon. Puis, dans une semaine, vous pouvez réaliser combien de comptes? Bien, ça dépend. Et c'est sûr que si je pouvais, je les réaliserais tous, là. Mais faute de temps. Oui, c'est ça. Fait que là, vous voyez, j'y vais par batch de 5 pour l'instant, mais je vais essayer de gauler ça un petit peu plus. OK. Puis là, c'est ça, tantôt, on faisait une petite blague que tu préparais ton compte. Mais est-ce que tu as de la préparation, de la préparation de personnage où tu y vas, tu le prends, tu le lis, puis go with the flow, comme on dit? C'est ça. Si j'étais vraiment une bonne élève, en fait, c'est pas ça. C'est que je voudrais bien le préparer davantage, là. Mais la vie fait en sorte qu'on est débordé. Ouais. Donc, j'ai pas assez le temps de le préparer, mais j'essaie. Tu sais, il y a des fois, ça va, là, qu'il y a un personnage, par contre, mais des fois, quand il y en a une couple, là, je le vois, puis là, je fais OK, là, il va falloir que je la note, puis que je regarde ça un petit peu plus, là. Oh, oui. Faut pas toujours prendre la même voix, mais non, c'est assez spontané. OK. Puis, quand tu commences tes comptes, est-ce que tu vas toujours pas mal de la même façon? Avec la petite voix pour... Mais là, je me suis fait dire qu'il fallait que je garde la même intro qui était coucou... non, j'allais dire coucou mes kikis. Non, mais coucou les tout-petits ou coucou toi. Coucou toi, c'est bon ça. Je me suis fait dire qu'il fallait que je garde ça, fait que je vais reprendre ça. Je pense que je l'ai oublié là, dans les derniers comptes, mais inquiétez-vous pas, ça va revenir. Ça va revenir? Bon, c'est bien. Promis. Puis là, t'en as combien à date? T'en as fait 3, 4? On en a fait 5. On a fait 5. Oui, c'est ça. Avec le succès que ça remporte jusqu'à présent, est-ce que tu penses que ça va continuer dans les années à venir? Bien oui, on l'espère, si les gens continuent d'aimer ça, d'écouter. Puis le but, là, c'est ça, comme Simon discutait, c'est vraiment de dynamiser ça encore plus. Si on le sait d'avance, là, c'est tout nouveau, là, c'est comme c'est ça. Un projet pilote, là. Mais si on garde ça, bien là, on peut intégrer les élèves, même les enfants du coin pour se joindre au compte, là, puis jouer des personnages. Okay. Moi, je suis persuadé que le service de loisirs de la ville de Chandler sont vraiment contents de ton travail. Puis ça va probablement là, continuer là, dans les années à venir. Merci. Un gros merci, Élise. Merci à toi. Salut Simon. Bonjour Simon, ça va bien? Ben oui, c'est une grande première pour moi, interviewer un Simon. Ben écoute, c'est une première pour moi de faire une entrevue tout court, fait qu'on va essayer de bien faire ça. Ah, ben c'est bon. Donc, toi, tu es un des architectes derrière l'heure du compte offert par les services de loisirs de la ville de Chandler. Oui, c'est très ça. Puis pour faire simple, c'était une idée de ma collègue à la base, Marie-Claude Prévost. Marie-Claude qui s'organise justement des loisirs. Puis elle s'occupe de la bibliothèque, dans le fond, dans son mandat. Okay. Puis un peu, on se posait la question, tu sais, elle se posait la question, comment est-ce qu'on peut aller chercher les jeunes, tu sais, dans le virage aujourd'hui, là, hein? C'est de plus en plus difficile d'aller amener les jeunes physiquement dans les bibliothèques. Fait qu'elle a plusieurs solutions, mais une de ces solutions, là, justement, c'était de mettre sur pied le second de Noël, là, pour offrir quelque chose, justement, offrir de la lecture aux jeunes, tu sais, il faut rester quand même dans le produit principal, là, autour des livres. Puis c'était aussi dans l'idée le timing de Noël, c'était de créer vraiment, de réveiller quelque chose, réveiller un sentiment dans les jeunes, justement, pour les faire accrocher. Okay. Bon, parce qu'on sait comme un peu dans n'importe quoi, hein, quand on lie un sentiment avec quelque chose, ça nous aide, des fois, on s'accroche un petit peu plus. T'sais. Fait que Marie-Claude, justement, face à tout ça, elle avait, moi, je te dirais, déjà choisi le livre en partant, puis elle avait déjà une idée globale de ce à quoi ça leur aurait ressemblé. Mais le challenge, c'était d'avoir une personne pour justement faire les comptes, mais tu sais, la qualité. Là. Oui. Avoir quelqu'un vraiment qui fasse de quoi de sa coche. Puis moi, finalement, je regardais ça, puis
passé dans ma tête un peu, puis je me disais qui que je pourrais connaître à part mes professeurs que j'ai eus au secondaire en art dramatique. Puis j'ai pensé à Élise. Okay. Fait que je lui ai demandé, puis comme qu'elle disait justement plus tôt, c'était un oui tout de suite. Ça n'a pas été long, elle l'a accepté. Non, elle l'a accepté directement. Je suis pas surpris. Bon, moi non plus. C'est une des raisons, justement, quand j'ai pensé à elle, je m'étais dit, c'est probablement, je suis quasiment sûr qu'elle va dire oui. Puis justement, là, c'était une affaire de quelques heures. On s'est jasé de ça. Moi, j'ai dit mes attentes. Puis à partir de ça, justement, j'ai reçu ses premières vidéos. Puis c'était... vous l'avez vu là, déjà, là, c'est quelque chose de vraiment sacoche. C'est un projet qui était parti quand même assez rapidement. Hein. Ça s'est fait dans l'espace d'une semaine. On est arrivé un lundi au travail, on a jasé comme ça, tatati tatata. Une couple de jours après, moi, j'ai contacté Élise. C'était un oui. Puis après ça, finalement, on peut se dire, en 3 jours, on a passé de envoyer l'invitation à Élise à recevoir les premières vidéos. Puis par la suite, là, on passe la fin de semaine, qui était la fin de semaine dernière. Là. On passe la fin de semaine, le lundi, on a commencé à poster ça directement. Là. En tout cas, moi, je vous félicite pour l'idée et pour le concept. On envoie des calendriers de l'Avent, mais là, un calendrier de l'Avent numérique, en plus, avec une histoire qui va être contée aux jeunes à tous les jours. C'est vraiment génial. Donc, je vous souhaite juste du bon pour la suite. Merci. Puis encore bravo. Merci beaucoup. Pour terminer en beauté ce bulletin des régions, l'équipe de CTRB nous partage de très beaux vœux du temps des fêtes de la part des écoliers de l'école Saint-Ignace de Loyola. Bonjour, je m'appelle Nathan. Moi, je m'appelle Théo. Passez de belles vacances et un merveilleux Noël rempli de joie et d'amour. Je vous souhaite un Noël rempli d'amour pour toute votre famille. Nous vous souhaitons de passer un doux et heureux Noël en famille. Joyeux Noël! Je vous souhaite du bon temps en famille et n'oubliez pas, c'est très précieux. Noël est un jour spécial où les personnes sont aimables et heureuses. N'allez pas chercher le bonheur, c'est le bonheur qui sera en vous. Joyeux Noël! Bonjour à tous, en ce jour de Noël, on vous souhaite beaucoup d'amour, du plaisir, de l'amitié et surtout de la santé. Joyeux Noël et bonne année! De Élodie, de Olivia Maud, de Julienne et de Madame Annie. Joyeux Noël, nous vous souhaitons de bonnes fêtes remplies d'amour et de fourrure. Nous vous souhaitons un agréable Noël, car le meilleur cadeau, c'est la famille et le bonheur. Je vous souhaite un joyeux Noël en famille et de l'amour à vous tous. Voici Béatrice. En ce jour de Noël, on vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur et passez de belles vacances de Noël. Le Noël, c'est pas les cadeaux les plus importants, c'est d'être en famille et l'amour de Jésus. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère, joyeux Noël! Je m'appelle Mathéo. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Arnaud. Joyeux Noël! Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je m'appelle Aléa. Je m'appelle Marine. Joyeux Noël avec votre famille. Allô, je m'appelle Catherine. Allô, je m'appelle Lucie. Allô, je m'appelle Léa. On vous souhaite un joyeux Noël et beaucoup d'amour. Je m'appelle Léonie. C'est bon. Elliot. Joyeux Noël. Bonne année. Bonne santé et beaucoup d'amour. Joyeux Noël! Beaucoup d'amour, mon beau Jacob. Joyeux Noël! Bonjour, je m'appelle Emma. Et moi, Maxime. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes les personnes. Joyeux Noël! On vous aime et on partage à vous. Bonjour, moi je m'appelle Joel. Et moi c'est Noah. Joyeux Noël et bonne année! Bonjour, je m'appelle Samuel et je voulais te dire
À tout le monde, bonne année. Je m'appelle Raphaël et je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Bonjour, je m'appelle Louis-Albert, puis je souhaite que personne ne soit tout seul dans le temps des fêtes. Bon Noël, puis bonne année. Joyeux Noël! Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec tes jouets d'arblier, n'oublie pas ton petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de toi. Si Papa Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Je vous souhaite de la santé et du bonheur. Bonjour, je m'appelle Flavie. Bonjour, je m'appelle Julia. Joyeux Noël et bonne année. Bonjour, je m'appelle Edouard. Bonjour, je m'appelle Eliras. Bonjour, je m'appelle Pierre. Bonne année 2026. Joyeux Noël, je m'appelle Doris Olivier. Je m'appelle Étienne Laforêt. Bonne année. Allô, je m'appelle Alice Plante. Allô, je m'appelle Zoé. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Passez un joyeux temps des fêtes. Bonjour, je m'appelle Gilbert, je vous envoie beaucoup d'amour. Joyeux Noël! Je m'appelle Samuel. Joyeux Noël. Profitez de chaque moment. Joyeux Noël, que votre magie des fêtes illumine votre cœur. Joyeux Noël, que la magie vous compte de bons souvenirs. Salut, je m'appelle Julia. Je vous souhaite un joyeux Noël. Salut, je m'appelle Adrienne. Salut, je m'appelle Julia. Salut, je m'appelle Lévi. Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes à vous et à votre famille. Bonjour, je m'appelle Théa. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Bonjour, je m'appelle Tyler. Que les fêtes vous apportent douceur, repos et bonheur. Bonjour, je m'appelle Angélie. Joyeux Noël, que vous serez allés. Joyeux Noël! C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et nous, on est de retour au mois de janvier.